Bonjour et bienvenue dans Winter Bloom. Vous le savez, on ne peut pas découvrir un nouveau printemps sans avoir traversé l'hiver. Alors chaque semaine, on explore ensemble un sujet qui peut nous maintenir dans cet hiver intérieur, avec un seul objectif, faire éclore des fleurs même au cœur de l'hiver. Depuis plusieurs semaines maintenant, on déconstruit ensemble vos mécanismes. Les zones de confort, les illusions de la motivation, les extrêmes toxiques, les histoires qu'on se raconte. Bref, vous avez certainement compris les pièges. Vous avez peut-être même identifié ce qui vous concerne vous directement. Mais certains d'entre vous se disent « Ok, c'est très bien, mais concrètement, comment je ressens cette force qui me retient? Cette espèce de mur invisible. Comment je fais ?» Eh bien aujourd'hui, on va justement parler de ce mur, de cette chose que vous ressentez tous les jours sans vraiment la comprendre. On va parler des résistances. Une fois n'est pas coutume, je vais vous donner un petit exemple concret que vous avez certainement déjà vécu. Sophie a envie de poster sur LinkedIn, elle a des choses à dire, de l'expertise à partager, un réseau à construire, bref, elle sent au plus profond d'elle que c'est ce qu'il faut qu'elle fasse. Pour la énième fois, on est dimanche soir et elle est à nouveau motivée à bloc. Cette fois, je vais le faire. Demain, j'écris mon premier post. Nous sommes lundi, 7h, elle ouvre LinkedIn, les doigts au-dessus du clavier, et là, ça commence. Vous vous en doutez, son cœur s'accélère, ses mains deviennent moites, et une voix intérieure surgit. Et si les gens trouvaient ça prétentieux? Et si mon ancien boss voit ça et se moque de moi? Et si personne ne réagit? Vous l'avez compris, Sophie ferme l'onglet et se dit « Bon, je le ferai cet après-midi ». 15h, c'est le même scénario, et 6 mois plus tard, toujours rien. Pas de poste, pourtant, elle veut vraiment le faire. Mais il y a une résistance en elle qui l'empêche de le faire. Sophie est en guerre civile interne, en fait. Et dans cette guerre, il n'y a jamais de gagnant. Et la résistance, c'est pas un concept philosophique abstrait qu'on discute autour d'un thé à la menthe. Vous vous en doutez, c'est ce moment précis où votre intention et votre action se regardent en chien de faïence. Le dimanche soir, vous décidez, demain je commence. Le sport, le projet, le régime, un appel important, peu importe. Vous vous sentez le courage d'enfin vous lancer. Et à chaque fois, le lundi matin, votre corps est en plomb. Votre cerveau génère 47 raisons pour commencer demain ou plus tard. Il se souvient qu'il a plein de choses à faire en dehors de faire ce que vous aviez prévu. Et au final, la résistance, c'est ce mur invisible entre qui vous voulez être et ce que vous faites réellement. Et vous savez ce qui est le plus vicieux dans tout ça? C'est qu'on vous a appris à la combattre. Dépassez vos résistances, sortez de votre zone de confort, soyez plus fort que vos peurs. Très bien. Et pendant qu'on y est, dépassez votre système immunitaire quand vous avez la grippe. Bah ouais, parce que c'est facile à dire tout ça. Mais la résistance, elle n'est pas là pour vous emmerder en réalité. Elle est là pour vous protéger. Le problème, c'est une protection d'il y a 500 000 ans, couplée avec le fait qu'elle s'est calibrée quand vous aviez 7 ans. Donc dans un contexte complètement différent, aussi bien au contexte de l'époque de toute l'humanité, qu'au contexte de votre vie à vous également. Quand vous étiez petit, ça n'avait rien à voir avec quand vous êtes adulte actuellement. Alors prenons des exemples ultra concrets. Si vous résistez à faire du sport, à chaque fois que vous enfilez les baskets, il y a le cerveau qui crie « Non, pas aujourd'hui, tu es fatigué. Viens, on va sur le canapé, c'est plus sympa. Quoi se faire du mal en réalité ?» Et ça vient du fait qu'il y a 500 000 ans, on faisait pas du sport en réalité. On allait chasser, on allait cueillir des baies dans des arbres à 7 mètres de haut, on marchait toute la journée. Mais on le faisait pas par plaisir, on le faisait pour survivre. Et donc quand on ne faisait pas tout ça, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien on se reposait, on restait assis. On essayait de recharger les batteries. Eh bien devinez quoi? Votre cerveau actuellement, il fait exactement la même chose. Sauf qu'il vit encore il y a 500 000 ans. Et vous, quand vous voulez faire du sport, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il va vous trouver toutes les raisons pour que vous ne fassiez pas. Parce que ça sert à rien pour lui, tout simplement. Sophie qui résiste à poster sur LinkedIn, c'est tout simplement le syndrome de l'imposteur ou la peur du jugement, la peur du regard des autres finalement. Et ce sont des choses que beaucoup de gens vivent en réalité.
Et parfois, c'est issu de l'histoire familiale ou de l'expérience qu'on a faite dans la vie. C'est tout bête, mais peut-être que l'ex de Sophie se moquait systématiquement de ses grandes idées. Peut-être que ses parents faisaient tout le temps en sorte qu'elle reste dans le rang, qu'elle ne prenne pas de risques. Vivons heureux, vivons cachés. Vous voyez, c'est exactement le problème de Claire. Vous vous souvenez, l'épisode 7, avec la résistance aux promotions. Son père qui répétait « Tu es trop petite pour ça », pour la protéger. Résultat, 35 ans plus tard, Claire sabote chaque opportunité. Parce qu'une part d'elle croit encore qu'elle est trop petite, qu'elle ne doit pas prendre la place qu'elle mérite. Maintenant, une fois que j'ai dit tout cela, toutes les résistances ne se valent pas. Il y en a qu'il faut respecter, et d'autres qu'il faut essayer de négocier. La résistance à l'arme, par exemple, c'est la résistance sagesse, entre guillemets. Si vous résistez à démissionner sans plan B, c'est légitime. Si vous résistez à vous confronter à quelqu'un de violent, c'est normal, c'est de la protection. Si vous résistez à investir toutes vos économies dans un projet hasardeux, c'est de la prudence. Donc cette résistance-là, on ne la négocie pas, on l'écoute. C'est votre survie qui parle, entre guillemets. La résistance trauma, elle, c'est la résistance qui couvre la blessure. C'est celle de Marc, Sophie ou Claire, formée dans l'enfance pour vous sauver d'un danger réel à l'époque qui est devenu obsolète aujourd'hui. Un enfant mordu par un chien développe une peur des chiens. C'est légitime quand on est enfant. C'est utile pour éviter le danger. Mais 30 ans plus tard, même les petits chiens, il ne veut pas les croiser. Il les déteste. La peur a fait son job, mais avec des informations périmées. Ensuite, on a la résistance identité, et celle-là, en fait, c'est la plus vicieuse en réalité. Je suis quelqu'un qui, vous voyez, je suis quelqu'un qui fait du sport, qui parle en public, qui réussit. Votre changement menacerait qui vous croyez être. Et comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, le cerveau préfère une identité négative stable qu'une identité positive mais floue. Enfin, on a la résistance système. Ça, c'est la résistance sociale. Celle-là, elle est assez sournoise parce qu'elle ne vient pas de vous. Si vous perdez du poids, votre entourage vous pousse à manger. Allez, encore un petit bout. Tu fais peur là. Si vous réussissez, votre famille peut vous rappeler qu'il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre, que depuis que tu as réussi, tu as changé. Bref, c'est l'élastique social, entre guillemets. Plus vous vous éloignez de la norme de votre groupe, plus le système tire pour vous ramener dans la norme. Parce que votre évolution dérange. Parce qu'en réalité, elle questionne leur propre non-choix. Elle les force à se regarder dans un miroir qu'ils ne veulent pas voir. C'est un peu de la jalousie, entre guillemets. Parce que vous avez fait les efforts qu'ils n'ont pas réussi à faire. Vous avez priorisé ce qui compte réellement pour vous, alors que ces personnes-là, peut-être qu'elles aimeraient bien le faire également. Mais elles n'y arrivent pas. Et vous savez ce qui est fascinant, c'est que le cerveau confond nouveauté et danger. Gay Hendricks, psychologue américain, a découvert un truc complètement dingue. Il l'appelle l'upper limit problem, le problème de la limite supérieure. Vous avez un thermostat interne pour le bonheur tolérable. Comme un thermostat de chauffage en quelque sorte. Quand la température monte trop, il coupe le chauffage. Sauf que là, c'est votre bonheur, votre succès, votre bien-être. Si vous dépassez votre seuil de bonheur supportable, votre système nerveux panique. Par exemple, si tout va bien dans votre couple, vous êtes heureux, et là, sans raison, vous provoquez une dispute. Et vous ne savez même pas pourquoi. Vous décrochez une promotion, la semaine suivante, vous tombez malade. Étrange. Vous perdez 10 kilos, victoire. Vous vous blessez en faisant du sport. Arrêt de 3 mois, vous reprenez du poids. Votre projet décolle enfin, et vous oubliez mystérieusement des rendez-vous importants. Et tout ça parce que votre système nerveux n'a pas été mis à jour. Il tourne encore avec l'ancien logiciel. Et dans votre enfance, peut-être que le bonheur était dangereux. Parce qu'il précédait souvent la chute. Les parents qui s'engueulent après une belle journée. La punition qui suit la récompense. L'abandon après l'attachement. Alors votre cerveau a appris, quand ça va trop bien, c'est que le danger arrive. Vaut mieux à ce moment-là faire machine arrière, vers ce qu'on connaît le mieux, le familier. Parce que le familier, même s'il est douloureux, il est prévisible. Et pour un cerveau câblé pour la survie,
Eh ben le prévisible, c'est ce qu'ils préfèrent. Un bonheur, même inconnu, c'est imprévisible. Et donc dangereux. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous ne sabotez pas par faiblesse, mais par protection, même si c'est totalement irrationnel. Alors maintenant, la vraie question, c'est on fait quoi avec tout ça? Le créateur de la thérapie d'acceptation et d'engagement, qu'on appelle aussi l'acte pour les intimes, a une métaphore parfaite que les psychologues utilisent beaucoup. Si vous conduisez un bus dans la direction de votre vie valorisée, celle qui compte vraiment pour vous, sur les sièges arrière, vos résistances. Elles crient, elles hurlent, elles vous disent de faire demi-tour. Ne va pas là-bas, c'est dangereux, tu vas échouer, les gens vont te juger, tu es nul, souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois, etc. Et bien là, vous avez deux options. Vous arrêtez pour les faire taire, donc là vous négociez, vous argumentez. Non mais attendez, écoutez-moi, vous essayez de les convaincre avant d'avancer. Et résultat, vous n'avancez jamais. Le bus reste garé, vous passez votre vie à gérer les passagers bruyants au lieu de conduire. Ça, c'est quand on écoute trop nos résistances, notre inconscient, nos petites voix intérieures qui nous insufflent constamment des choses pour nous maintenir dans le statu quo. Et plus on écoutera ces résistances, moins on avancera. L'option B, vous les entendez, vous reconnaissez leur présence, mais vous gardez les mains sur le volant. Pourquoi? Parce que vous savez que ce qu'ils vous disent n'est pas légitime, que ce sont des gamins de 5-6 ans qui vous parlent, que ce sont des hommes préhistoriques d'il y a 500 000 ans qui vous parlent, mais que vous, consciemment, vous savez très bien que c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de différence entre son inconscient et sa conscience. On a l'impression que tout ça vient de nous, que l'autosabotage vient de nous, de notre conscience, mais c'est faux. Ce sont ces petites voix intérieures, inconscientes, qui nous insufflent toutes ces idées. Et souvent, ce qu'on propose, c'est « Ok, peur du jugement, je t'entends, je sais que tu es là. Merci de me protéger, mais je garde le volant. Tout va bien. Je vais gérer le jugement s'il y en a, et il n'y aura pas de souci. Vous avancez, avec les passagers bruyants à bord s'il le faut. » Et là, en fait, on ne combat pas la résistance. Elle ne disparaît pas. Vous apprenez simplement à conduire malgré le bruit. Et je sais que c'est contre-intuitif. On vous a toujours dit qu'il fallait vaincre vos peurs, dépasser vos résistances. Mais voici ce que les neurosciences nous apprennent. Plus vous combattez une résistance, plus elle se renforce. C'est le principe même de l'évitement expérientiel. Vous connaissez l'expérience classique. Ne pensez pas à un éléphant rose. Que fait votre cerveau à l'instant même? Il vous génère des éléphants roses, de toutes les tailles, qui dansent la salsa même. Parce que la lutte contre une pensée la rend plus envahissante. La lutte contre une émotion la rend plus intense. La lutte contre une résistance la rend plus forte. Et finalement, la souplesse est plus puissante que la résistance. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Parce que je remarque que cette résistance à appeler, eh bien vous l'observez, vous ne la combattez pas. D'un point de vue extérieur, vous l'observez. Vous ne fusionnez plus avec vos résistances. Je suis disposé à ressentir cette anxiété pendant que je décroche le téléphone. Eh bien vous l'accueillez, vous ne la rejetez pas. Vous faites avec. C'est très important. Cette simple acceptation change tout au niveau neurologique. Elle active vos circuits préfrontaux de régulation. La lutte, elle active votre amygdale. C'est le mode automatique, le mode stress, le mode survie. C'est le paradoxe du pouvoir doux. Plus vous acceptez vos résistances avec bienveillance, ou pas d'ailleurs, mais tant que vous les acceptez, c'est le principal, plus elles se régulent naturellement. Plus vous les combattez avec force, plus elles se renforcent. Richard Schwartz, qui est le créateur de l'Internal Family System, va encore plus loin. Ces passagers bruyants dans votre bus ne sont pas vos ennemis. Ce sont des parts protectrices formées dans l'enfance. La part qui résiste à créer, elle te protège du rejet.
La part qui résiste à l'intimité, elle te protège de l'abandon. La part qui résiste au succès, elle te protège de la chute. Elles utilisent toutes des stratégies obsolètes, mais leur intention est bonne à la base. C'est jamais pour vous faire du mal. C'est toujours dans une optique de survie, de protection. Parce que c'est le propre de l'inconscient. Son rôle, c'est de nous maintenir en vie. Et c'est un rôle qui nous dépasse même. C'est le rôle de la survie de l'espèce. Et la survie de l'espèce est plus importante que vos lubies de succès, de liberté, etc. Par exemple, si vous imaginez une alarme incendie hypersensible, elle va se déclencher pour un toast brûlé. Est-ce que c'est agaçant? Bah oui. Est-ce que c'est mal intentionné? Bah non. Elle a fait son job de protection. C'est juste qu'elle est mal calibrée. Et c'est un peu ça vos résistances. Certaines sont des grosses résistances, d'autres moins. Mais elles sont toutes des alarmes hypersensibles qui confondent le toast brûlé et l'incendie réel. Et au final, avec cette solution, vous n'allez pas la combattre, l'alarme. Vous allez la recalibrer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que la théorie, c'est bien, mais vous avez ce post LinkedIn à écrire, cet appel à passer, ce projet à commencer. Alors je ne vous donnerai pas 15 techniques que vous n'allez jamais utiliser, je vais vous en donner une seule. Mais elle marche. C'est simple, c'est rapide et c'est applicable maintenant. Voici comment ça marche. L'étape 1, c'est nommer avec précision. Quand la résistance surgit, et peu importe laquelle, ne dites pas juste j'ai peur ou je suis bloqué. Soyez précis, ultra précis. Pas j'ai peur, mais je ressens de l'anxiété car j'ai peur d'être jugé. Pas je suis bloqué, mais une part de moi résiste par peur de découvrir mes vraies limites. Une part de moi résiste par peur de l'inconnu. Pas je stresse, mais j'ai peur de décevoir. Alors c'est pas évident parce que vos résistances sont bien souvent inconscientes. Donc elles surgissent comme ça et elles vous poussent à réagir différemment inconsciemment. Et donc votre conscience là-dedans, elle a même pas eu le temps d'arriver. Elle n'a pas eu le temps d'analyser. C'est par exemple ce qui m'est arrivé de nombreuses fois. Quand j'ai créé l'application winterbloom.app, j'ai créé des features dans tous les sens. J'ai procrastiné le fait d'essayer de la vendre. J'ai procrastiné le marketing, la vente. Je l'ai procrastiné en faisant quoi? En complexifiant l'application, en ajoutant des features, etc. Et c'est assez sournois finalement, parce que je n'arrêtais pas de travailler. Je n'ai pas fait autre chose de totalement différent. J'ai continué à travailler sur l'application. Sauf que je ne travaillais pas sur le plus important. Et donc, j'ai dû m'en rendre compte après coup, en analysant ce qui s'était passé et en faisant l'erreur finalement, pour pouvoir comprendre que je procrastinais par du travail inutile. Cela m'a fait perdre du temps, bien sûr. Mais maintenant, je sais. Je sais c'est quoi mes résistances et je sais comment naviguer avec. Et pour le nommage avec précision, les neurosciences appellent ça la granularité émotionnelle. Plus vous êtes précis dans le langage, plus votre cerveau peut réguler l'émotion. L'étape 2, c'est au lieu de se dire je suis quelqu'un qui procrastine ou je suis anxieux, dites-vous plutôt parfois une part de moi essaie de me protéger en me faisant procrastiner. Parfois, une part de moi résiste par peur du changement. Parce que la procrastination déguisée, c'est une forme d'évitement pour ne pas faire ce qui nous coûte de l'effort, de l'inconfort. Et donc, l'inconscient intervient pour nous protéger de ça. Parce que on ne veut pas aller dans l'inconfort. Nous, on veut l'inconfort de ce qu'on connaît. Voilà, c'est comme un enfant, en fait, votre inconscient. Il a besoin d'être rassuré constamment. Et le problème, c'est que c'est cet enfant, cet inconscient qui a les pleins pouvoirs en nous. Sauf quand on amène la conscience. Quand la conscience observe notre inconscient, qu'on voit ce qu'elle manigance derrière nous, c'est là qu'on se rend compte de nos blocages, de comment ils fonctionnent. Et une fois qu'on les a compris, c'est beaucoup plus facile de naviguer avec. La deuxième étape, c'est la diffusion cognitive. Plutôt que de dire c'est moi qui suis anxieux, c'est moi qui procrastine, eh bien on va dire parfois il y a une partie de moi qui essaie de me protéger en me faisant procrastiner. Dans le premier cas, la résistance c'est vous, c'est votre identité.
c'est votre inconscient avec votre conscient fusionné. Et dans le deuxième cas, la résistance, c'est une seule part de vous, qui est en dehors de votre conscience, qui agit comme un élément extérieur sur vous. Mais vous l'observez, vous n'êtes pas elle. Et ça, c'est se séparer de ses pensées pour les observer. L'étape 3, c'est la question à la part protectrice. À toi qui me fais procrastiner, de quoi essaies-tu de me protéger? Bien moi, dans l'exemple que je vous ai donné, cette procrastination déguisée en travail me sortait de l'inconfort d'essayer de vendre mon application, ma formation. Et donc, à chaque fois qu'arrivait le moment où je devais faire des choses liées au marketing, par exemple, eh bien, je trouvais toujours le moyen de corriger un bug, d'ajouter quelque chose, d'améliorer autre chose. Vous voyez? Et cette question que vous posez, de quoi essaies-tu de me protéger? Eh bien, vous essayez d'écrire, même si ça peut vous sembler ridicule au départ, même si vous pensez que vous vous inventez des trucs. Écrivez quand même, et moi c'est comme ça que j'ai su pourquoi je procrastinais réellement. Et en fait, ça m'a permis de me remettre sur le droit chemin, d'aller vers ce qui est important aujourd'hui maintenant. C'est pas de créer des features que personne n'utilisera. Ça sert à rien ça. C'est du temps perdu. Alors c'est satisfaisant de créer des features et compagnie, mais ça ne sert à rien. Et donc à un moment donné, il faut revenir dans la réalité. Ce qui est souvent le plus challengeant, c'est justement vers là où on doit aller. Et c'est là qu'on voit la vraie peur en réalité. Par exemple, quelqu'un qui s'empêche d'écrire un livre, il va se demander, mais de quoi tu me protèges? Si tu écris ce livre et qu'il est nul, tu sauras que tu n'as pas vraiment de talent. Tant que tu ne l'écris pas, tu peux encore être un génie potentiel. Alors je te protège de la vérité sur tes limites potentielles. Et là voilà la vraie peur. C'est pas je n'ai pas le temps, c'est pas je ne suis pas inspiré, mais j'ai peur de découvrir que je suis médiocre, que les gens se moquent ou trouvent ça nul. Vous voyez, Sophie, elle a écrit, si je poste sur LinkedIn et que personne ne réagit, ça confirmera que je n'ai rien d'intéressant à dire, que je suis invisible. Alors ton inconscient va te protéger de cette humiliation. Vous ne pouvez pas négocier avec une résistance que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que c'est important de se poser des questions et d'essayer de détecter assez souvent, dès que vous vous sabotez, qu'est-ce qui vient de se passer. Parce que ça vient jamais de vous, de votre conscient. C'est très important de comprendre ça. De défusionner avec ces pensées qui arrivent constamment. L'étape 4, c'est rassurer. Maintenant que vous comprenez la peur de cette part protectrice, parlez-lui, vraiment. Merci de me protéger, je comprends ta peur, mais j'ai 40 ans maintenant, j'en ai pas 7. Je peux gérer un livre moyen. Je peux gérer un poste sans réaction, je peux gérer l'échec. Mais on va quand même y aller parce que j'ai vraiment envie d'écrire ce livre. Et en fait, ce que vous dites à votre inconscient, c'est pas tu as tort, laisse-moi tranquille. Vous lui dites je comprends. Comme, comme si vous deviez rassurer un enfant. Je comprends, mais t'inquiète pas, maintenant ça va aller. Vous ne combattez pas votre système d'alarme, vous lui montrez simplement qu'il n'y a pas de feu. Vous lui prouvez qu'il n'y a pas de feu. Parce qu'après coup, vous dites, tu vois, au final, ça s'est bien passé. Ce n'était pas si grave comme tu l'imaginais. L'étape 5, c'est la clé, le deal. Et si on écrivait juste une phrase du livre? Le premier chapitre, l'introduction. Pas tout le livre, juste un peu. Et si on utilisait un logiciel de programmation pour que je n'ai pas à cliquer sur publier directement? Pour commencer. Je prévois 2 semaines de posts à l'avance, je les programme sur les 2 semaines, et je n'ouvre LinkedIn qu'à l'issue des 2 semaines. Comme ça, je me détache du résultat immédiat du post. Comme ça, je me détache du stress de cliquer sur publier, et vous verrez que la plupart du temps, la part inconsciente protectrice acceptera ça. Parce que ce n'est pas si menaçant que ça. Ne lui dites pas que vous allez au bûcher. Vous écrivez un petit peu. Ça ne va pas vous tuer. Vous programmez quelques posts à l'avance. Ça va aller. Et une fois que vous avez commencé, parfois, et la plupart du temps même, vous allez continuer.
Parce que c'est ce que vous vouliez vraiment faire à la base, écrire votre livre. Donc vous n'allez pas vous arrêter au premier chapitre. Après, il y aura peut-être une autre résistance qui interviendra à un autre moment. Mais maintenant, vous savez comment faire. Il faut juste absolument éviter un piège. C'est que toutes les résistances ne sont pas à négocier. Comme on l'a vu au début, si vous résistez à un projet qui ne vous correspond pas vraiment, c'est une bonne résistance ici. Si vous résistez à une relation toxique que vous essayez de sauver, si vous résistez à un objectif imposé par votre entourage, c'est peut-être de la sagesse en réalité, pas de la peur. Du coup, comment on fait la différence? C'est que la résistance peur, c'est j'en ai vraiment envie, mais j'ai peur. La résistance sagesse, quant à elle, je n'en ai vraiment pas envie, mais je devrais le faire. Si c'est le deuxième cas, arrêtez de négocier avec la résistance, questionnez plutôt l'objectif lui-même. Et parfois, il faut aussi comprendre qu'on doit faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est normal. J'ai pas envie de faire du marketing, mais je dois absolument en faire. J'ai pas le choix. Sinon, tout mon travail ne sert à rien. Alors dans ce cas-là, il faut simplement se dire que le marketing permet d'améliorer la visibilité de ton travail, que plus de gens vont pouvoir accéder à ton travail, que tu vas pouvoir aider plus de gens et qu'au final, c'est positif. Le marketing devient ici quelque chose de normal et naturel. Pourquoi t'accepterais que des charlatans fassent du marketing et réussissent, et que toi qui peux vraiment aider des gens, tu n'en fasses pas et que tu échoues? Ça sert à rien, c'est débile en réalité, on est d'accord. Donc voilà. Parfois, il faut aussi accepter faire des choses qu'on devrait faire, même si on n'a pas vraiment envie. Il faut juste reconnaître qu'on doit vraiment les faire. La résistance peut être votre boussole interne. Elle vous dit quand vous vous forcez dans une direction qui n'est pas la vôtre. Quand vous jouez un personnage qui n'est pas vous. Quand vous essayez de plaire à quelqu'un qui ne vous mérite pas. Cette résistance-là, on la respecte, on l'écoute et on change de direction si besoin. Et c'est ça qui m'a le plus frappé en travaillant sur ces sujets. C'est que les gens qui transforment vraiment leur vie ne sont pas ceux qui dépassent leur résistance. Ce ne sont pas ceux qui luttent constamment contre leur prise de poids, contre l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Ce sont les personnes qui apprennent à les accueillir. Ils ne conduisent pas des bus silencieux, ils conduisent des bus bruyants, mais ils gardent les mains sur le volant. Ils ne sont pas guéris de leur peur, ils agissent avec leur peur à bord. Ils ne sont pas devenus courageux du jour au lendemain. Ils sont simplement plus disposés à faire des choses inconfortables. Disposés à avancer malgré le bruit. C'est ça la vraie force. C'est pas l'absence de résistance. C'est la capacité à avancer avec elle. Sophie, qui a fini par poster, elle n'a pas eu 10 000 likes. Elle a eu quelques réactions de son cercle. Et c'est déjà très bien. Alors cette semaine, faites juste ça. Une chose simple. Choisissez une action que vous résistez à faire. Quand la résistance surgit, et elle surgira, comme d'habitude, ne faites rien pendant 60 secondes. Essayez juste d'observer ce que vous ressentez. À quel point elle peut vous influencer. Puis nommez précisément. C'est de l'anxiété sociale, c'est de la peur du jugement, c'est la peur de mes limites réelles. C'est pas juste le stress ou la flemme. Ensuite, demandez à votre inconscient de quoi tu me protèges. Vous écrivez la réponse, très simplement. Et à ce moment-là, vous lui proposez un deal. Et si on faisait juste ci ou ça? C'est tout. Pas de grande transformation, pas de victoire héroïque, juste un dialogue, juste une négociation. Parce que votre résistance n'est pas votre ennemi. C'est une partie de vous terrifier. C'est comme un enfant ou un homme de Cro-Magnon, avec des informations périmées qui essaient de vous sauver d'un danger qui n'existe plus. On ne combat pas un allié paniqué, on le rassure. On négocie, on avance ensemble. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de votre inconscient, c'est impossible. C'est même plutôt l'inverse qui se passe en réalité. Il y a plus de chances que votre inconscient se débarrasse de votre conscience que l'inverse. La semaine prochaine, on parlera de la puissance du rituel. Ces petits ponts entre intention et action qui transforment les résistances en automatisme.
Comment faire en sorte que votre cerveau n'ait même plus à négocier? Alors d'ici là, dialoguez. Commencez par un premier paragraphe. Programmez vos premiers posts. Juste ça. C'était Winterbloom. Et rappelez-vous, vous ne combattez pas un système d'alarme hypersensible. Vous le recalibrez. Vous ne dépassez pas vos résistances, vous apprenez à conduire le bus malgré les passagers bruyants. Tant que vous êtes en guerre avec vous-même, vous restez dans l'hiver. Le printemps commence quand les différentes parties de vous signent un cessez-le-feu.